À ce moment-là, je travaille sur toutes les questions politiques que pose l'économie numérique, enseignante à Sciences Po Paris et parfois intervenante auprès de l'agence de recherche de la Commission européenne sur les questions de désinformation. Il a une vision de la liberté d'expression plus qu'américaine, libertarienne, c'est-à-dire qu'il a un positionnement idéologique sur une liberté du freedom of speech américaine totale et qui en fait correspond au premier amendement de la Constitution américaine qui interdit à la puissance publique, par exemple, tout acte de modération ou d'intervention dans le débat public. Donc il a plutôt cette vision-là, disons, maximaliste de la liberté d'expression, avec une modération variable. Et disons que dans ses dernières déclarations sur Twitter, c'était plutôt la modération minimale au niveau de ce que la loi permet. Et comme je viens d'évoquer le premier amendement et que la loi n'envisage pas grand-chose en termes de modération, disons qu'il a cette vision-là, qui contrevient en fait, ou qui n'est pas tout à fait adéquate avec notre acception à nous, en France et en Europe, de ce qu'est la liberté d'expression, qui est beaucoup plus, disons, encadrée, à la fois par la loi de 1881 et puis par le code pénal. Il est très possible que Musk ait un agenda politique parce que quand on regarde le timing en fait, de tout cet événement et du cas Musk fois Twitter, il intervient à quelques mois des midterms aux États-Unis et puis en préparation, parce que le positionnement aujourd'hui politique américain est en train de se mettre en place, des présidentielles dans 2 ans. Et ce qu'on pressent, ce qui est très très probable, c'est le retour de Trump qui a préempté totalement le camp républicain. Et évidemment l'ensemble de ce qu'on appelle l'alt-right américain, c'est-à-dire vraiment la droite de la droite, voire l'extrême droite américaine, qui par ailleurs a aussi est matinée aussi d'un voile de libertarianisme et de conservatisme à la fois, anti-woke, etc. Donc, est-ce qu'il y a une concordance des temps, on va dire, entre le rachat de Twitter par Musk et l'agenda politique américain? Oui. Est-ce que Musk est positionné idéologiquement dans ce contexte-là? Oui. Et par ailleurs, Musk et Trump, pour diverses raisons, et pas simplement idéologiques, mais Trump a beaucoup, par exemple, encouragé ou sponsorisé les projets SpaceX de Musk. Donc est-ce que par ailleurs, et en fait on retrouve ces questions-là dans l'ensemble des enjeux liés à la concentration des médias, qu'ils soient virtuels, des médias sociaux, ou les médias conventionnels. Est-ce qu'en fait, ou quel est le deal économique et politique quand on achète des réseaux sociaux ou des médias, c'est-à-dire en fait ce qu'on achète dans un agenda politique donné, c'est une zone d'influence, alors à la fois industrielle mais aussi idéologique. On est protégé en Europe pas simplement par le DSA, par le RGPD, par la loi 1880, par le code pénal et donc par le DSA qui vient d'être adopté, alors c'est encore un texte provisoire mais qui a été adopté le 22 avril dernier en trilogue suite à une série de trilogues qui ont eu lieu. Et le DSA de ce point de vue-là est une excellente nouvelle. Et c'est pour ça en fait qu'il faut absolument dissocier l'inquiétude réelle et avérée aux États-Unis, parce qu'ils ont une permissivité par rapport à la liberté d'expression qui est constitutionnelle, on va dire, et puis ce qu'on a aujourd'hui ici en Europe. Et le DSA, par un certain nombre d'obligations, de moyens de modération, de procédures de signalement, etc., est très intéressant parce qu'en fait il va obliger les plateformes et les big tech à modérer, à mettre les moyens de la modération, c'est-à-dire que ce soit involontaire ou volontaire. Et on l'avait vu pendant le scandale des Facebook Files concernant les failles énormes de modération de Facebook, en fait qu'il y a à la fois une part de mauvaise foi mais aussi une incapacité quasi technique parfois à modérer une quantité, une volumétrie absolument gigantesque d'informations, de contenus et de données. Et ce qui est aussi intéressant dans le DSA, c'est qu'en fait, il renvoie aux juridictions nationales. Alors en France, ce sera l'ARCOM qui sera en charge du contrôle des moyens mis en œuvre par les plateformes, avec néanmoins un sujet sur la faisabilité, c'est-à-dire la mise en œuvre opérationnelle. Aujourd'hui, l'ARCOM, c'est 350 personnes collaborateurs. Au regard des enjeux et des volumes, je ne sais pas si on aura la capacité d'industrialiser ces process de contrôle-là. Donc ça va être un vrai enjeu qui est davantage opérationnel. Et puis dans la philosophie générale du DSA, et c'est ça pour moi qui est le plus important et le plus intéressant, c'est que dans une économie mondiale, interconnectée, etc., enfin beaucoup moins mondiale que ça, on l'a vu avec la guerre en Ukraine et avec la balkanisation d'Internet, qui sera d'ailleurs très intéressant à analyser, mais
En fait, ce qu'on fait, c'est que on reterritorialise les big tech, c'est-à-dire que tout d'un coup, bien qu'elles soient américaines, de droit américain, avec des conditions générales d'utilisation d'inspiration américaine, ce que dit le DSA, c'est que quand elles opèrent en Europe, elles répondent au droit européen. Et donc, de ce point de vue-là, on règle un certain nombre de questions. Au-delà du cas Musk, en fait, il faut prendre un peu plus de hauteur sur la question de la gouvernance des big tech en général et des réseaux sociaux en particulier. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, en tout cas depuis le début des années 2000, ce qu'on a vu apparaître, c'est une verticalisation du web. Vous aviez une utopie initiale, hein, comme quoi c'était Internet, où les Internets devaient être un espace absolument libre d'accès, gratuit, avec un accès extrêmement rapide à la connaissance. C'était d'ailleurs l'économie de la connaissance à l'époque, on appelait ça. Et qui était libre et gratuit pour tous, avec une liberté d'expression pour l'entièreté de la population mondiale. Et puis au fur et à mesure, on a reverticalisé ça avec ce qu'on appelle les fameuses GAFAM ou les Big Tech, qui petit à petit ont accolé des modèles économiques assez prédateurs autour de ce web mondial. Et donc ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, l'enjeu, là où c'est complètement cristallisé, c'est que vous avez aujourd'hui des espaces publics où s'exerce la démocratie d'une certaine façon, que sont les réseaux ou les médias sociaux, et qui appartiennent à des intérêts privés. Donc en termes de rendement de compte, d'accountability, de ce qu'on appelle l'accountability en anglais, de gouvernance d'espaces publics disruptés, ubérisés par les Twitter, Facebook, etc., on a un énorme sujet en effet. Et donc ça doit poser, au-delà de la question défensive du DSA, la façon dont aujourd'hui ces espaces publics privés, donc totalement hybridés, qui sont et qui restent américains, s'articulent avec l'exercice démocratique ou la liberté d'expression en France. Et pour ça, je pense qu'il faut aller sur des gouvernances transatlantiques. Et d'ailleurs, c'est le sens de l'histoire, parce que c'est ce qui a été annoncé par Biden pas plus